Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce bilan cinéma de l'année 2024. Incroyable, on se retrouve enfin pour cette tradition sur la chaîne et c'est toujours un immense plaisir évidemment de vous le proposer ce bilan cinéma. On va parler de plein de choses, on va parler de plein de films, ça va être génial évidemment, juste un énorme kiff, j'ai envie de vous dire. J'espère qu'il ne sortira pas trop tard, à l'heure où je vous parle nous sommes le 28 janvier 2025. Je vais essayer de sortir ça le plus tôt possible. Même si l'année dernière, j'avais sorti le bilan cinéma en mars, si je dis pas de bêtises. Le 9 mars. Donc je vais essayer de faire mieux cette année. Vous verrez si j'ai réussi ou pas. Le sommaire, on va faire un petit sommaire déjà pour commencer, pour vous présenter un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous faire un petit bilan très rapide de la chaîne en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne en 2024 ? Pas grand chose, mais je vais quand même en toucher deux mots. Ensuite, quelques statistiques sur l'année cinéma 2024. Voilà, parce que j'aime les stats, j'aime les chiffres. Ensuite, je vous parlerai des derniers rattrapages que j'ai fait sur le mois de janvier pour des sorties de 2024. Voilà, donc pour vraiment clôturer vraiment l'année cinéma 2024. Ensuite, ça sera le top 5 scènes avec des films qui ne sont pas dans le top 10. Top 10 donc arrivera juste après, avec mes 10 films préférés de l'année 2024, et on terminera par les attentes 2025, mes principales attentes cinéma pour l'année 2025. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si aussi je parlerai vite fait des films que j'ai ratés, des films que j'ai pas vus. Il y en a toujours, comme chaque année, bien sûr, ça me fait chier, j'aurais voulu les voir, je les ai pas vus. Voilà, vous connaissez la chanson. Bref, on est donc parti, si vous êtes prêts, je le suis en tout cas. Du coup, pour le bilan solde de la chaîne, de toute façon, en 2024, il n'y a eu que des jeux de ciné, mais c'est-à-dire c'était le grand retour des jeux de ciné, ce qui est quand même déjà une bonne chose. J'ai pu en sortir 5, beaucoup moins que ce que j'avais prévu à la base, parce que au tout début, je voulais faire un jeu de ciné par mois. Finalement, je me suis rabattu sur un jeu de ciné tous les 2 mois, et j'ai pas réussi à tenir le délai pour les 2 derniers jeux de ciné qui sont sortis, donc avec un intervalle de 3 mois, et qui ont couvert 3 mois de films que j'ai vus. Les attentes n'ont pas été vraiment honorées, j'ai envie de vous dire. Donc beaucoup moins de jeux de ciné que prévu. Et ça m'emmène un peu en vrai, parce que du coup, les vidéos sont un peu longues, je trouve. Parce que du coup, le jeu de ciné se fait attendre, et du coup, il est très gros, et j'imagine que ça vous plaît. D'ailleurs, je voudrais infiniment vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur l'émission depuis le début de l'année. Enfin, depuis que ça a repris, en fait, tout bêtement. Vraiment un immense merci, parce que vraiment, notamment le 45, là, je vois qu'il y a 73 vues. Je crois que c'est un record absolu pour l'émission, donc c'est vraiment génial. Donc vraiment un immense merci à tous et toutes pour le soutien que vous apportez à l'émission, ça me fait très plaisir. Et j'ai l'impression que vous avez à peu près accepté le fait que je cite beaucoup l'émission Cinéflog dans laquelle je participe très régulièrement. Et en vrai, c'est marrant parce que du coup à chaque fois je dis ouais je vais pas faire trop long et j'en parle dans le Cinéflog. Au final je fais un avis aussi long que si j'en parlais pas dans le Cinéflog. Donc finalement ça va pas à grand chose. Je sais pas si ça vaut le coup que je continue à dire ouais allez voir le Cinéflog machin. En sachant que j'essaie de mettre les liens à chaque fois en description pour se référer au film en question. Voilà, je sais pas si ça vaut le coup en fait de vraiment l'insister là-dessus, je sais pas. Enfin, en fait, l'idée de faire ça, c'était que la vidéo soit moins longue pour que certains films je passe un peu plus vite dessus. Au final, j'ai l'impression que j'y arrive pas vraiment. Donc, est-ce que ça a vraiment intérêt ? Je sais pas. Ce qui serait cool par contre effectivement c'est quand même d'en faire sur des périodes moins longues parce que du coup certes j'en fais pas beaucoup mais quand je suis dessus ça me prend beaucoup de temps parce que forcément il y a beaucoup de films en général que j'aborde surtout sur 3 mois c'est très long et donc à chaque fois je me retrouve à faire une vidéo giga longue avec un montage très long qui me prend beaucoup de temps et c'est pour ça que la vidéo en plus arrive en retard en règle générale. Donc ouais j'aimerais au moins un minima revenir sur le format de tous les 2 mois, c'est quand même je pense plus confortable pour moi. Et ça vous permet d'avoir des émissions quand même un peu moins longues, parce que là, du coup, on a dépassé les 3 quarts d'heure d'émission pour les 2 derniers, là où je pense que 35 minutes, c'est quand même un peu plus digeste, voire 30 minutes. Donc je vais essayer en 2025 de rester sur une émission tous les 2 mois, en sachant que si cette vidéo sort fin février, ça va être compliqué, hein, je vais avoir intérêt à enchaîner très vite avec le prochain jeu de ciné, mais bref, je ferai au mieux. En tout cas, voilà, je suis très content du retour de jeu de ciné, je suis très content que ça vous ait plu, vous avez suivi le truc et j'en suis absolument ravi. Je sais pas si un jour je ferai d'autres vidéos sur la chaîne, c'est pas vraiment prévu pour l'instant. Déjà que les jeux de ciné, ça me prend du temps en soi de les faire. Je me vois pas faire d'autres vidéos avec d'autres montages. Je préfère privilégier la chaîne Twitch, quitte à faire des trucs. Bien que les jeux de ciné ça m'intéresse toujours et j'ai toujours envie d'en faire, donc c'est pas le problème là-dessus. Tout ça pour dire que je vais essayer de revenir sur le format tous les 2 mois, ce qui est quand même, je pense, un bon compromis. J'essaierai de faire 6 jeux de ciné en 2025. Ça sera mon objectif principal sur la chaîne YouTube, dès qu'il y aura d'autres trucs. On ne sait pas. Les stats pour cette année cinéma 2024. Là, du coup, je pars sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre 2024. Sur cette période, j'ai découvert 123 films, dont 79 qui
ont été des sorties de 2024 en France, et parmi ces 79 films, j'en ai vu 74 dans une salle de cinéma. Donc 79 films auxquels j'ajoute 3 films que j'ai vus en 2023 à Gérardmer et qui sont sortis en France en 2024, à savoir La Pietà, Irati et Vénus. Je vous les cite parce qu'ils ne seront pas dans le top 10 ou même dans le top 5 scènes. Donc je vous les cite maintenant. Du coup ça fait 82 sorties. Et auquel j'ajoute 8 films dont je vais parler donc juste après. Donc les films que j'ai rattrapés tout début 2025, en termes de sortie de 2024. Ce qui fait donc 90 films vus à l'heure actuelle, sortis en 2024. Encore une fois, c'est un record absolu. Tous les ans je bats mon record, donc ce qui est très très cool. Mais j'en parlerai après. Est-ce que ça a été une bonne chose ? Peut-être pas, j'en parlerai un peu plus tard de pourquoi. Enfin en tout cas voilà, 90 films vus au moment de faire le top 10, donc c'est très cool. C'est plutôt un bon score, je trouve, j'en suis très heureux. Donc ça j'ai un peu débordé avec le mois de janvier, mais bon. Malgré tout, c'est quand même un très bon score, je trouve. J'avais fait pareil l'année dernière et j'avais eu 82 films, donc ça reste un record. Et donc j'en suis très content. J'ai vu quasiment aucune série en 2024, par contre ça c'est terrible. Il faudrait vraiment que je m'y remette parce que c'est une catastrophe. Bref, c'est pas le sujet. Voilà donc pour les stats. Et on va donc pouvoir partir avec les derniers rattrapages donc, que j'ai fait sur le mois de janvier 2025, donc des sorties de 2024, hein, toujours. Et on commence avec Conclave, réalisé par... Pardon, j'ai pas mon anti-sèche avec moi, je vous balance ça tout de suite. Pardon, Conclave de Édouard Berger, qui va certainement être un concurrent sérieux pour les Oscars, que j'ai vu le 1er janvier 2025. J'ai apprécié le film, sans avoir été subjugué non plus, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne mise en scène, un bon casting. C'est assez intéressant ce qu'on voit, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, après j'ai pas non plus, voilà, en fait j'ai pas été subjugué quoi. C'est pas un truc qui m'a totalement pris, emporté, tout ça. En plus alors je reconnais que j'étais un peu fatigué quand je l'ai vu le film, donc ça a pas aidé. Lendemain cuite on va dire. Donc ouais, peut-être que c'était pas forcément le meilleur jour pour le voir, mais malgré tout, non, j'ai quand même apprécié le moment, mais j'avoue que j'ai pas été transporté quoi. Malgré des qualités indéniables. Et il y a quand même ce final aussi qui est très énigmatique. Vraiment la toute dernière scène, je parle pas du twist au final, je parle vraiment de la dernière scène, le dernier plan limite presque, qui est très énigmatique et que j'avoue que j'ai pas tout à fait compris. Si quelqu'un a une interprétation de cette fin, je suis curieux de l'entendre et de la lire surtout plutôt dans les commentaires bien sûr, n'hésitez pas. Enfin voilà, ça veut pas dire que Conclave, très sympa. Est-ce que ça vaut des Oscars ? Pas sûr. Après voilà, encore une fois le sujet est intéressant et au moins le mérite de pas être trop vu au cinéma, donc ça c'est plutôt cool. Donc rien que pour ça, je dirais quand même que le film vaudra le coup d'œil. Leurs enfants après eux, réalisé par les frères Boukarma, Ludovic et Zoran, qui est un film qui m'intriguait parce que j'aime beaucoup ces deux metteurs en scène, ces frères. J'avais adoré leur Teddy, j'avais vraiment bien aimé leur Année du requin. Je suis un peu seul contre tous sur ce film-là et je l'assume. Et donc j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient proposer par la suite, même si ce film-là, en soi, si ça n'avait pas été les Boukarma, je sais pas si j'en avais quelque chose à foutre, je vous avouerai, parce que ils reviennent avec un film, déjà adaptation d'un bouquin, qui se veut être un truc assez naturaliste, donc c'était très éloigné de ce qu'ils avaient fait précédemment. Mais bon, j'étais quand même en mode pourquoi pas. Pour un résultat assez mitigé, je dois le dire. Déjà, je suis navré, j'ai énormément de mal avec Paul Karcher. Je n'aime pas son jeu. Vraiment, je n'y arrive pas. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à lui. Déjà, ce personnage, et je le trouve insupportable, mais je trouve qu'en plus, il a une manière de jouer qui m'énerve. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. C'était déjà un peu le cas dans le Règne Animal en vrai. Mais là, je trouve vraiment c'est puissance 10. Et vraiment, c'est un film où je trouve qu'on a beaucoup de mal à s'attacher au personnage parce que je trouve que leurs relations sont très mal développées ou pas assez développées. Il y a des ellipses que je trouve assez vénères, je sais pas si c'est comme ça dans le bouquin. En fait c'est comme tout, le problème c'est que j'essaie de prendre le film pour ce qu'il est. Ça m'énerve de dire ouais c'est mieux dans le bouquin, bon déjà j'ai pas lu le bouquin, mais au-delà de ça, ça m'énerve toujours qu'on juge une adaptation sur ce qu'elle adapte. Pour moi on juge un film, et ce qu'on juge c'est le langage cinématographique, s'il réussit à l'appliquer, si le film raconte bien son histoire, si le film est intéressant, si le film a des qualités visuelles, techniques, etc. Mais j'ai quand même envie de dire que j'ai l'impression que tout est mieux dans le bouquin, ça se sent à l'écran. Et ça c'est quand même terrible. Je suis le premier à critiquer les gens qui disent que dans le bouquin c'est mieux, mais là ça se voit quoi. Je suis quasi sûr que c'est mieux dans le bouquin parce qu'il y a vraiment des relations de personnages qui sont extrêmement sous-exploitées et c'est très dommage que ça aurait pu aider à mon implication en tant que spectateur. En plus le film est long, il y a quand même quelques belles scènes, attention bien sûr, heureusement, le casting est globalement plutôt bon. Même si j'ai du mal avec Paul Karcher encore une fois. Il y a des choix musicaux qui sont intéressants, il y a certaines idées de mise en scène qui sont très cool. C'est vraiment surtout le dernier acte, je trouve quand même, qui tire son épingle du jeu, où là vraiment toutes les relations sur les personnages, ça commence à aboutir sur quelque chose on va dire. Ça aurait été très long à mettre en place mais ça aboutit sur quelque chose au fur et à mesure, enfin. Mais globalement quand même... un peu la douche froide quoi. J'ai pas l'impression qu'ils soient à l'aise là-dedans. J'ose croire que c'est un film qui leur tenait à cœur, qu'ils ont vraiment voulu le faire, etc. Même si je suis pas sûr de ça, parce qu'à la base le film devait être réalisé par Gilles Lelouch. Finalement il est parti faire de l'amour ouf.
D'ailleurs, alors j'ai pas vu L'amour ouf, je vous le dis tout de suite, désolé, mais j'ai l'impression que les deux films partagent quelques similitudes. Donc est-ce que finalement c'était un film de commande qu'autre chose, qu'un film vraiment personnel pour les deux? Peut-être. Mais en tout cas, je les préfère largement dans leur cinéma un petit peu naïf presque, dans la comédie, même comédie horrifique même presque on pourrait dire, qui étaient donc leurs deux films précédents que j'avais vraiment tellement plus aimé que celui-là. Ça m'a moins parlé, j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages, j'ai vraiment eu du mal à être impliqué. Si, le côté social, là, je trouve, est très réussi. On sent vraiment on sent la misère, en fait, ambiante dans tout le film. Ça, par contre, je trouve que c'est assez réussi, ça, pour le coup, je dois dire. C'est presque un peu étouffant quand on regarde le film. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Il y a quand même des qualités techniques indéniables. C'est pas le problème, c'est plutôt bien réalisé. Mais voilà, il y a quand même un truc qui m'a beaucoup gêné. Un certain déséquilibre dans la narration qui est, je trouve, quand même très très dommageable. Globalement, j'ai quand même plutôt apprécié, mais on est, je trouve, très loin de la maestria de leurs films précédents, et notamment de Teddy, qui était tellement plus intéressant et tellement mieux. Long Legs, réalisé par Oz Perkins, c'était, à partir du moment où il a été annoncé, peut-être ma plus grosse attente de 2024. J'avais pas pu le voir en salle, ça m'avait bien dégoûté. Et donc je l'ai rattrapé en VOD début janvier là. Parce que la com est folle, la com du film était absolument folle. Les trailers très énigmatiques, les images de promo, etc. Tout faisait envie dans ce projet-là. C'était vraiment une promesse d'un film d'horreur psychologique, enfin en tout cas un thriller psychologique même plutôt, ultra alléchant. Donc vraiment j'avais trop envie de voir ça. Et au final, un peu déçu. Hélas, hélas, hélas. Je dirais que la première moitié est globalement vraiment bonne. Mais après, le film se perd un peu, n'arrive pas à maintenir l'intérêt. Et en fait, il y a des décisions qui sont prises qui m'ont pas parlé, en fait, tout bêtement. Dans son degré fantastique, c'est très ambigu pendant 3/4 du long métrage. Et la décision qui est prise m'a déçu par rapport à cela. Je pense que le film aurait été bien plus efficace s'il avait pris l'autre direction, c'est mon avis. Ça n'empêche pas quand même des scènes très réussies, une ambiance globale qui est quand même vraiment malsaine et qui me fonctionne très bien. La scène d'intro, j'ai failli la mettre dans un top 5 scènes parce qu'elle est vraiment très réussie. L'intro est folle. Il y a quand même des idées de cadrage qui sont très stylées. Ça joue bien. Nicolas Cage, bon, on pourrait dire qu'il cabotine, mais en vrai, il s'en sort quand même vraiment bien dans le rôle. Mais ouais, la com est meilleure que le film. Indéniablement. Donc ils ont réussi leur coup par rapport à ça, mais ouais. Non, le film n'est pas à la hauteur des attentes. Dommage. J'avais vraiment envie d'y croire, mais voilà. C'est tout juste sympa. Alors que ça aurait pu être bien meilleur selon moi. Dommage. Alors là par contre une bonne surprise, si vraiment je m'attendais à ce que le film soit aussi bien, bah, je l'aurais pas cru. Et vraiment je vous aurais pas cru. C'est Gladiator 2 de Ridley Scott. Très honnêtement le premier Gladiator je l'aime bien mais je suis loin d'en être fan. Après peut-être que je le revois, je l'ai pas revu à l'occasion de ce deuxième film, j'aurais peut-être dû. Mais voilà, je sais que je l'ai découvert tard c'est vrai, mais malgré tout c'est pas un film qui m'a absolument enthousiasmé. C'est un bon film et j'ai jamais été fan du truc. Et donc c'est pour ça que Gladiator 2 j'en avais un peu rien à foutre sur le papier. Et au final, bah, c'est bien. C'est vraiment bien, c'est très perfectible, mais putain, c'est un film généreux, bien foutu, avec des personnages intéressants, plein d'idées. C'est un vrai délire régressif. Vraiment, je trouve qu'il y a un lâcher-prise parfois dans le film qui m'a vraiment enthousiasmé. J'adore le personnage de Denzel Washington, qui s'éclate. Et vraiment, c'est un plaisir de le voir comme ça. Le casting, globalement, est très bon. Voilà, techniquement, c'est pas très au point. Il y a quelques CGI un peu foireuses, mais putain, qu'est-ce que c'est généreux comme film, et vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis vraiment éclaté. En plus, c'est un film qui est bien réalisé. Ridley Scott n'est quand même pas un manche. Il arrive vraiment bien à réaliser ses scènes de combat. Il y a plein d'idées assez jouissives. Et surtout, en plus, le film n'hésite pas à être violent, ce qui m'a vraiment surpris, dans le bon sens du terme. Pardon de mourir, excusez-moi. Guzi. Ah, foutre, hein, c'est la meilleure vie, elle dort. Alors certes, c'est un film qui peut se vouloir un peu putassier dans ses références à son aîné, et en soi, le film n'apporte rien, ne sert pas à grand-chose, mais j'ai vraiment passé un bon moment devant, quoi, et vraiment, je m'attendais pas. C'est surtout, en fait, le fait que je m'attendais pas à grand-chose, et du coup, là, pour le coup, j'ai vraiment été agréablement surpris, j'ai passé un vrai bon moment devant Gladiator 2. Donc, attention, c'est loin d'être un film de l'année, mais merde quoi, quelle générosité. Et finalement le fait que le film ça soit fait pas mal démonter, bah, je trouve ça triste, parce que franchement c'est un blockbuster très généreux, et vraiment vu le niveau des blockbusters de cette année, franchement cracher sur un film comme ça, faut vraiment être de mauvaise foi quoi, parce que putain, tellement meilleur que plein de blockbusters qui ont été mieux reçus. Je pense à Deadpool et Wolverine notamment, où là pour le coup Gladiator 2 fait preuve d'un véritable cynisme et bien plus jouissif à regarder que cette daube. Ah, je l'ai dit, pardon, excusez-moi.
Nosferatu, réalisé par Robert Eggers. Là aussi une curiosité, parce que Robert Eggers, j'avais notamment beaucoup aimé son The Witch, mais également son The Lighthouse, qui était très très bon. J'avais bien aimé The Northman. Et là, bof quoi, sans plus. C'est pas un mauvais film, c'est techniquement très solide, ça joue bien. Il y a de belles images, mais j'avoue que ça m'a un peu passé dessus, quoi. J'ai pas été spécialement embarqué, encore une fois, j'ai pas vraiment été impliqué. Je trouve que c'est une très jolie coquille vide, un peu quand même, parce que je trouve que ça raconte pas grand chose. Je trouve que ça le fait pas forcément de la bonne manière. Il y a quelques petites fulgurances par-ci par-là qui sont appréciables, mais je trouve que le film a vraiment du mal à construire une narration qui vraiment nous embarque avec elle. Et au final... ouais, j'ai pas été particulièrement enthousiasmé. Tellement loin d'un The Witch ou The Lighthouse, pardon, qui étaient tellement plus intéressants, mieux tenus, où t'es vachement plus impliqué dedans, où t'as peur, quoi. C'est tout ça, en fait. Même The Lighthouse, c'est parfois terrifiant, alors que là, un encéphalogramme plat. En plus, le film se permet d'avoir des jumpscares très putassiers, je trouve. Vraiment, on mérite mieux. Donc ouais, Robert Eggers, c'est selon moi mon film pour l'instant, selon moi. Et c'est un peu triste. Voilà, donc à voir quand même ce qu'il va faire après, mais honnêtement, un gros sans plus, hein. Ça méritait mieux. La plus précieuse des marchandises, réalisée par Michel Hazanavicius. Bonne surprise là aussi, jamais j'aurais cru que Hazanavicius allait nous sortir un film d'animation sur ce sujet-là en 2024, mais... on y est. C'est un film que j'ai trouvé très touchant, qui certes ne brille pas par son animation flamboyante comme un Flo ou le robot sauvage, mais il y a un thème qui est très dur. Je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur dans le traitement et que c'est bien foutu. C'est un film aussi, malgré tout, qui, même s'il est pudique, il y a quand même 2-3 moments qui sont assez durs et c'est pas forcément un film que je recommanderais pour les enfants, en vrai. Il y a quand même 2-3 scènes, notamment sur la fin, qui sont assez dur, ouais, j'ai pas d'autres mots, assez angoissante presque. Alors certes, le sujet s'y prête, hein, attention, mais ouais, bon, faut s'accrocher un peu, quoi. Il y a une belle musique de Alexandre Desplat, le film ne perd pas son temps dans des sous-intrigues, voilà, le film va droit au but, raconte ce qu'il a raconté avec beaucoup d'intelligence, même si c'est pas forcément un film qui est très marquant. Malgré tout, sur le moment, on passe un vrai bon moment, solide, globalement, belle réussite. Nous, les Leroy, réalisé par Florent Bernard, Flaubert pour les intimes, pareil que j'avais envie de voir quand il était sorti en salle, je l'avais raté, je l'ai rattrapé donc en VOD sur ce mois de janvier. Étant quelqu'un qui va beaucoup sur internet, forcément Flaubert, quelqu'un que je connais et que j'apprécie, qui globalement me fait beaucoup rire. Et là, sur son premier long métrage, qu'il a en plus écrit et réalisé. Oui, c'est une comédie sympathique, avec de jolis moments. Je trouve quand même que ça coche pas mal de cases de la comédie française un peu de base. Je trouve que le film n'arrive pas à être dans la retenue, souvent. Le film a un peu du mal à s'équilibrer dans son ton. Je trouve qu'il y a pas mal de sous-intrigues qui sont très peu exploitées, et c'est très dommage parce qu'il y a vraiment moyen de raconter des choses fortes. Et peut-être que le film a un peu du mal à faire accepter certaines situations. Après, le casting est bon, hein, Charlotte Gainsbourg est assez dingue. À chaque fois, elle dégage quelque chose d'assez unique, indéniablement. Donc ça fonctionne, c'est quand même un film qui fonctionne, évidemment. C'est un chouette moment, il y a quand même 2-3 vannes qui sont très réussies. Il y a un ensemble de caméos qui est assez réussi aussi, des têtes qui font plaisir à voir sur un grand écran, on va dire. Donc voilà, non, c'est un chouette moment, mais j'avoue que j'avais vu quand même des retours quand même qui étaient plus que positifs. Et au final, oui, le film est sympa, mais ça s'arrête là, quoi. On n'est pas non plus sur un truc... Ça reste une curiosité de voir ce qu'il peut faire après, parce que c'est vrai qu'aussi en termes de mise en scène, c'est très léger, hein. Attention, c'est pas un film de mise en scène, après il l'assume, bon, c'est une chose, mais dans ce cas-là, il faut avoir une écriture presque parfaite, et c'est pas le cas. Donc bon, désolé. Sympathique malgré tout. Et enfin, Sarah Bernhardt, La Divine, réalisée par Guillaume Niclou. Guillaume Niclou qui enchaîne, encore une fois, un projet totalement improbable. Ce mec ne fait que des trucs improbables. Et donc là, il nous sort un biopic, et en même temps pas un biopic, donc sur Sarah Bernhardt, apparemment une des plus grandes artistes du 19e, 20e siècle. Grande actrice de théâtre, notamment, qui a donc apparemment, je vais vous dire pourquoi après, qui donc apparemment voilà, avait un statut vraiment assez intouchable. On l'appelait la Divine, comme dit le titre, joué par Sandrine Berlin. On va suivre sa vie, un peu dans le désordre, avec l'accent mis sur certaines choses, je vais y venir. Je dis apparemment parce que, en fait, ce qui est très dommage dans ce film, c'est que quasiment à aucun moment, on ne sent l'aura, l'apostrophe AURA, et la portée de la réputation du personnage de Sarah Bernhardt. Ce qui est très dommage, parce qu'en fait, le film prend le choix
de ne rien montrer de son côté artiste. En fait, on va surtout la suivre dans ses dîners mondains avec ses amis, dans ses histoires sexuelles, avec notamment le personnage de Laurent Lafitte, qui est son grand amour, mais c'est très compliqué parce qu'ils vont se retrouver, se séparer, machin, etc. Et franchement, bah, c'est pas très passionnant. Alors, j'aime bien l'idée de faire presque un faux biopic et de se concentrer sur un truc auquel on n'aurait pas forcément pensé dès le début, parce que forcément, je pense que plein de réalisateurs auraient vraiment peut-être appliqué bêtement Wikipédia en racontant que telle année elle a fait ça, telle année elle a eu ce grand rôle, elle a fait ça, machin. Le film ne le montre pas, ou très peu. C'est un choix. Malgré tout, je trouve que dans ce qu'il nous propose, ça ne fonctionne pas parce que, encore une fois, on ne sent pas le caractère divin du personnage. À quasiment aucun moment. Il est même presque insupportable. Donc je sais pas forcément si c'était la bonne chose à faire. Ça se veut être un film féministe, mais du coup, on ne parle que d'elle et sa relation avec les hommes. Pas sûr que ce soit le truc le plus féministe du monde. Et surtout que c'est pas giga intéressant parce que c'est que des trucs d'adultère, de coucherie, machin, qu'on a vu 50 000 fois et c'est pas le truc le plus intéressant. J'aurais pour le coup aimé avoir plus de trucs sur le personnage en tant que tel et vraiment de voir ses qualités de comédienne parce qu'on les voit quasiment pas, quoi. On les voit que dans des trucs qui en sont pas en rapport avec son métier, donc c'est très con. Donc c'est un choix qui en soi est audacieux, mais je trouve que l'essai n'est pas du tout transformé. C'est pas un mauvais film, attention, loin de là, il y a quand même quelques idées que je trouve sympas. J'aime bien le fait que ce soit un petit peu raconté dans le désordre, c'est quand même un peu appréciable, ça casse un peu le code du biopic classique. Le casting globalement est quand même bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ouais, le film, encore une fois, il y a un ton qui est très étrange. Et je trouve que le film n'arrive pas, encore une fois, à nous embarquer. Et surtout, ouais, le personnage reste aussi énigmatique entre le début et la fin du film. C'est peut-être voulu, mais je trouve que du coup, quel intérêt. Donc voilà, très bof. C'était donc voilà, mes derniers rattrapages sur les films, sur les sorties de 2024. Et donc voilà, avec ces rattrapages, j'étais donc à 90 films vus à l'heure actuelle, sortis en 2024 en France. Donc voilà, vous doutez bien que si j'ai parlé de tous ces films, c'est qu'aucun ne sera dans le top 5 scènes ou le top 10 qui vont arriver là très bientôt. D'ailleurs, dans ces deux catégories, à savoir top 5 scènes et top 10, il n'y aura pas non plus, là c'est la partie des films que j'ai ratés. Bien sûr, il y en a toujours, ça m'énerve. Il n'y aura pas Iron Claw, il n'y aura pas Monkey Man, il n'y aura pas Maxine, il n'y aura pas A Man, il n'y aura pas C'est pas moi, il n'y aura pas Borderline, It's the Night, The Starling Girl, La vie rêvée de Miss Fran. Et il n'y aura pas non plus Les graines du figuier sauvage, La Monrouf, donc Here, À son image, ou encore Wicked, qui m'intéressait un peu, ou beaucoup. Donc voilà, les films que j'ai ratés de 2024, il y en a toujours, ça m'énerve, mais c'est comme ça. On va donc pouvoir enfin passer aux choses sérieuses, aux choses un peu plus intéressantes, il était temps. Après, je sais pas combien de temps de vidéo, peut-être déjà 20 minutes. Le mec, putain... Il passe aux choses intéressantes au bout de 20 minutes. Vraiment, le bilan cinéma est dégueulasse. Et on passe donc au top 5 scènes. Alors, mes 5 scènes préférées de l'année. C'est très résumé de dire ça. En tout cas, 5 scènes qui m'ont marqué, issues de films qui ne seront pas dans le top 10. Il y a 5 films que je vais citer. Les 5 films ne sont pas dans le top 10. Parce que voilà, c'est quand même pour mettre en avant des films que j'ai globalement vraiment bien aimés. Pas assez pour qu'ils soient dans le top 10, mais quand même des films que j'ai bien aimés. Donc voilà, c'est pour mettre en avant ces films-là. D'ailleurs, il n'y a pas de catégorie Outsider cette année. Parce que, bah, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais j'ai eu du mal à faire le top 10, pour tout vous dire. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur en 2024, assez tristement. Donc ouais, j'ai galéré à faire le top 10. Donc un top 15, parce que les Outsiders c'est ça, hein, les Outsiders c'est ceux qui étaient au portée du top 10 et qui n'ont pas réussi à y être. Donc on va faire un top 15 ou un top 20. Et déjà j'ai galéré à faire un top 10, mais j'avais pas fait un top 15 ni un top 20. Mais bon, malgré tout, il y a quand même des films que j'avais vraiment bien aimés et j'ai envie de mettre en avant avec ces top 5 scènes. Dans certains cas ça spoil, dans d'autres cas ça ne spoil pas, j'essaierai de vous dire quand ça spoil. J'essaierai de trouver les scènes en question, les afficher... là ou là, je sais, un des deux, on verra bien au moment où on y sera. On va dire que c'est dans l'ordre. Allez, parce que c'est un top 5, donc bon, on va essayer de dire que c'est dans l'ordre. En numéro 5, c'est une scène dans Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Oui, Dune 2 n'est pas dans le top 10 et je l'assume complètement. J'ai bien aimé Dune 2 encore une fois, mais pas au point de mettre dans le top 10. Denis Villeneuve a fait mieux que les films Dune, je suis désolé. Et ce Dune 2, malgré les qualités indéniables et énormes, y a quand même quelques petits défauts. Le film est peut-être trop, globalement. Voilà, pour moi, c'est trop. Malgré tout, ça n'empêche pas certains coups d'éclat, et notamment, c'est la scène qui, je crois, se passe à la planète des Harkonnen, Jedi Prime, où on va notamment suivre le personnage de Fade Rota. Bref, c'est une scène dans une arène, et elle m'a marqué, notamment par son travail des couleurs,
qui est assez phénoménal parce que du coup c'est du noir et blanc et en même temps pas vraiment. Et du coup je trouve que ça crée une atmosphère qui est assez dingue. Et vraiment cette scène là pour le coup, ok, là vraiment il se passe quelque chose de fou parce qu'en plus dans les chorégraphies tout ça, il y a un côté très enragé qui fonctionne très très bien. Et là vraiment le personnage, en à peine 5 minutes, il a vraiment de l'ampleur, il est vraiment flippant. Et c'est vraiment dans son travail encore une fois des couleurs que cette scène vraiment m'a assez impressionné. Donc voilà, j'avais envie de la citer quand même, cette scène. C'est un des rares trucs que je retiens vraiment de cette deuxième partie. Voilà, qui n'était pas parfaite. Ne vous en déplaise, je suis désolé, mais voilà. En 4ème position, The Substance de Coralie Farja. Pareil, pas dans le top 10 non plus, je sais qu'il sera dans beaucoup de top 10 et tant mieux pour vous. J'ai aimé le film, hein, encore une fois, c'est pas le problème. Mais peut-être pas autant que vous. Encore une fois, un petit manque de subtilité par moment qui m'a un peu gêné. Je sais que c'est voulu, mais quand même, malgré tout, le film fonctionne. Il y a plein de scènes incroyables. Notamment, mini spoil, donc je vais essayer d'être assez flou. La scène, je l'ai appelée l'apparition de Monstro Elisasu, qui arrive vers la fin du film. En gros, c'est là où le film va complètement entrer dans le body horror, dans son dernier acte, qui est globalement assez phénoménal, qui a peut-être perdu des gens sur le bord de la route, et je peux l'entendre, que c'est vrai que c'est quand même très radical. Moi j'avoue que c'est vraiment le moment où j'étais vraiment embarqué, où vraiment j'ai accepté que le film parte en couille presque, et vraiment la séquence où donc on a un changement de chapitrage et donc du coup on a le nom de la créature, quand on la voit, il se passe un truc. C'est vraiment le travail des maquillages et tout ça est complètement dingue. Et vraiment, en termes de mise en scène, on a envie de voir ce que ça donnait, évidemment. La nouvelle expérience, on va dire, sans trop en dire. Et du coup, quand on le voit, quand ça apparaît, et en plus c'est fait là pour le coup avec beaucoup d'intelligence, je trouve que vraiment, j'ai poussé un petit cri silencieux dans la salle, quoi, parce que c'est un truc qui te frappe la rétine. Et c'est assez hallucinant. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un moment un peu suspendu qui fonctionne parfaitement. En plus, en termes de design sonore et tout ça, c'est tellement bien géré. Le film change de dimension à ce moment-là. Ça plaît pas, ça passe ou ça casse. Moi, j'avoue que j'ai été embarqué pas mal à ce moment-là. Donc ouais, j'avais envie de citer cette scène parce que je trouve qu'elle fonctionne très très bien. When Evil Lurks en numéro 3, réalisé par Demian Rugna. Ce film d'horreur argentin qui avait pas mal fait parler, notamment pour son extrême violence. Alors, oui, le film est un peu violent par moments. Ça reste, je pense, à peu près regardable, malgré tout. C'est surtout un film qui est assez marquant pour sa radicalité, notamment dans sa première moitié, parce que c'est vrai que c'est un film qui n'est pas une personne. C'est un peu un film d'épidémie, on va dire. Mais ce qui est assez cool, c'est que c'est assez imprévisible, parce que il n'y a pas d'explication véritablement sur comment ça se propage et comment ça se répand. Et notamment une pure scène de chaos dans ce film, qui arrive au bout de 20-25 minutes, je dirais, un truc comme ça, où en gros, c'est un moment où on comprend que ça va être la merde, et que ça va arriver très très vite, et donc le héros essaye de sauver sa famille, on va dire, sauf que ça va pas du tout bien se passer. Et vraiment le moment que j'avais envie de mettre en avant à cette 3ème position, ça spoil un peu, mais pas trop, donc si vous voulez vraiment rien savoir, je vous envoie vers le numéro 2, sinon restez, en vrai c'est pas un gros spoil, mais c'est vrai que si là vous avez pas vu le film, je vous le dis à ce moment-là, du coup vous allez pas voir la surprise, parce que dans le film c'est une vraie surprise. Sans spoil, pour l'instant sans spoil, le moment avec le chien. Voilà, spoil, je vais vous la montrer, alors bon, vous inquiétez pas, il y a rien de particulièrement dégueulasse. Le moment où le chien attaque la petite fille. C'est vraiment un moment donné où tu les vois sur le plan, tu vois le chien d'un côté, la petite fille de l'autre, tu vois les parents en train de s'embrouiller, machin, etc. Parce que le père est en panique, tout ça, parce qu'il sait que ça va être la merde, mais il sait pas d'où. Et du coup, on voit le chien et la petite fille en premier plan, et le chien qui... Oh putain, j'ai ma coup dans le micro, excusez-moi. Voilà, le chien qui attaque la petite fille, mais d'un seul coup, sans prévenir, comme ça, bam. Enfin, en vrai, on peut dire qu'on le voit un peu arriver. Mais malgré tout, quand ça arrive... Parce que tu te dis que les enfants, rarement, ils se font attaquer comme ça. Mais là, vraiment, le chien bouffe la gamine. Parce que le chien est touché par ce virus, par cette épidémie, sans prévenir, encore une fois. Et je dois avouer que à ce moment-là, j'ai lâché, encore une fois, un petit... Parce que c'est fou. C'est fou de faire ça. C'est quand même rare de voir ça dans le cinéma américain. Et là, quand le cinéma, en l'occurrence sud-américain, se lâche par rapport à ça, bah putain, ça fait plaisir, quoi. Et toute la scène qui s'ensuit... Mais c'est chaos sur chaos sur chaos, et ça devient assez juste à regarder, parce que c'est un film qui n'a pas de limite, qui ne s'en impose pas, qui va à fond la caisse. Dommage que le film n'assume pas totalement ça jusqu'au bout, mais à ce moment-là, il se passe quelque chose vraiment de fou. Et ouais, vraiment, la scène du chien m'a... J'étais choc-barre, quoi. Oh, le niveau d'analyse du mec... J'ai pas mieux pour vous dire ça, je suis désolé. Ça m'a marqué sur le moment, et j'ai trouvé ça assez dingue.
C'est pas une grosse scène, hein, mais vraiment ce moment précisément, ce plan-là précisément, bah il se passe quelque chose. J'ai envie de dire bravo. Numéro 2, Les Pistolets en plastique, réalisé par Jean-Christophe Meurice. J'ai un doute sur le nom, je vérifie, je suis navré. Jean-Christophe Meurice. Comédie française assez dans la lignée de Quentin Dupieux, à certains égards, même si c'est quand même très différent sur certains aspects. Bon déjà voilà, rien que l'affiche déjà donne le ton sur le film. C'est un film que j'ai vraiment bien aimé, qui m'a vraiment fait rire, avec beaucoup de bons moments. Encore une fois, je dirais que le film parfois en fait un poil trop, il y a quelques petites baisses de rythme, mais globalement, j'avais vraiment bien aimé. Honnêtement, il n'était pas si loin du top 10. Ça a été mon plus gros fou rire de 2024, je pense. C'est la scène de la voisine, la scène du monologue de la voisine, plus précisément. Quand je dis la voisine, c'est la voisine du suspect de l'enquête, on va dire. Pendant une bonne partie du film, on suit deux flics, enfin deux détectives plus précisément, pardon, qui voilà, font un peu une enquête de voisinage, et donc ils vont tomber sur une voisine, enfin sur la voisine donc du suspect, qui va un peu commencer à déblatérer. Et alors vraiment, donc elle part en monologue, en plan séquence en plus, et alors vraiment, mais le fou rire, parce que vraiment, en fait elle passe du coq à l'âne, vraiment, mais d'un seul coup, elle aborde tous les sujets, mais avec sans aucune retenue, sans aucune honte. Ça va à la limite du racisme et de toutes les plus horribles choses, mais c'est fait avec un tel je m'en foutisme, et du coup ça prend au 50e degré, mais vraiment sur le moment, mais c'est jouissif, c'est tellement incroyable, et vraiment ça déblatère, ça ne s'arrête pas, et vraiment il y a un tel cumul que moi j'ai été plié de rire pendant ce moment-là. On est enquêtrice web pour l'affaire... Enquête de quoi? L'affaire Bernardin. Bernardin, votre voisin. Ah Qui oui, habite- monsieur Bernardin, oui, Oui. oui, ah, oui. C'est oui, lui qui oui. a tué toute sa famille. Ah oui, pauvre homme, oui. Voilà, donc... Et on voudrait accéder à juste derrière chez vous. Là, Ah, vous derrière voulez voir l'immeuble. derrière? Voilà. Ah, Comme bah, vous je peux aviez vous un amener, jardin oui, commun. si vous avez que ça à faire, mais je vous préviens, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Ah bah merci, c'est super sympa. Vous C'est avez vraiment une laissé un petite beau bordel curiosité. dans le machin, parce que oh, la curiosité, c'est humain, hein, comme on dit. Hein, monsieur Bernard, Ouais. vous savez, ça c'est un monsieur... Il a dû souffrir pour en arriver là, parce que je souhaite à personne ce qu'il a vécu, ce monsieur-là. Oui. Parce que vous savez, il était poli comme tout, hein, faut pas croire. Moi, même une fois, je vais vous dire, il m'a porté mes courses. Et puis moi, je voyais le manège, parce que c'est sa bonne femme qui faisait un peu mauvais genre, vous voyez, un peu salope, quoi, si on peut dire les choses, parce que pour se faire épiler le cul et puis aller bronzer sous les UV, là, il y avait du monde, mais pour s'occuper des gosses, ben ça, je peux vous dire que c'est lui qui se cognait tout, hein. Il a encore sorti le clébard le soir pour lui ramasser sa merde, et pendant ce temps-là, elle ne foutait rien, hein. Vous lui parliez souvent, vous étiez À qui? à Monsieur Bernardin, vous lui parliez souvent. Ah, bah, on se croisait comme des voisins, vous savez, c'est surtout ces gosses que je croisais souvent et qui faisaient un sacré bordel dans l'immeuble, parce que moi, j'ai mon appartement qui donne sur la cour, et leur jardin était juste derrière. Faut vous dire que c'était un sacré bazar, hein. Ah, ben c'est sûr, depuis qu'il a dégommé tout le monde, c'est plus tranquille, hein. Enfin, c'est plus tranquille, ça n'a pas duré longtemps, parce que ils nous ont foutu toute une famille, là. Il y a des Antillais qui sont installés au premier, juste au-dessus de chez moi. Alors, je peux vous dire que c'est pas les plus discrets dans la couche d'ozone. Ouais. Au-dessus, il y a la guerre en Ukraine. Ah bah, allez-y, foutez-nous des Ukrainiens, ils cuisinent du chou toute la journée, ça pue dans tous les meubles. Et c'est moi qui nettoie le matin, alors je le sais, hein. Et puis, ils remplissent les placards parce qu'ils ont toujours peur d'avoir la dalle. Non, non, et puis sans compter que ça se reproduit à une vitesse, tous ces gens-là, faut voir, hein, parce qu'évidemment, ils touchent les allocations. Alors moi, je vais vous dire, je suis tranquille, bon sang, j'en ai pas eu de gamin, j'ai eu un cancer de l'utérus à 32 ans, ils m'ont tout viré là-dedans. Ben, je peux vous dire qu'après, vous êtes plus légère. Cette scène-là est dingue. Quel plaisir. L'actrice qui fait la voisine mériterait un César rien que pour cette scène-là, parce que vraiment, c'est incroyable. C'est un niveau d'écriture qui est phénoménal. On a presque honte de rire, mais c'est un tel libérateur, j'ai envie de vous dire. Et c'est tellement fait avec tellement de méchanceté, tellement de gratuité, que vraiment, ça ne peut que faire rire. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de scènes qui m'ont fait rire cette année, mais celle-là, vraiment, gros fou rire, et vraiment, ça m'a fait du bien. Donc vraiment, merci pour ça. Enfin, le film mérite presque le coup d'œil, rien que pour cette scène, parce que vraiment, quel plaisir. Et le numéro 1, ça me permet en plus de revenir sur un film qui, je trouve, a été vraiment injustement descendu. C'est Le Successeur, réalisé par Xavier Legrand, qui pareil, n'a pas été si loin du top 10, qui se voulait presque être un film de genre à la française, avec en plus une vraie réflexion sur ce qu'on laisse, entre guillemets, après sa mort, sur la filiation, sur l'héritage, avec un propos que je trouve assez cruel et en même temps assez enthousiasmant. Il y a vraiment 2-3 moments dans le film qui m'ont marqué, mais il y a une scène qui est, je trouve, exceptionnelle dans Le Successeur. Alors là, par contre, ça spoil
vénère. Donc j'essaie de pas donner de contexte, mais en gros c'est la scène de l'enterrement du père du personnage principal. Ça c'est pas un spoil, on l'apprend quasiment dès le début que le père du personnage principal est mort, c'est-à-dire ce qui va initier toute l'intrigue. En fait donc on arrive à la fin du film, il s'est passé tout ce qui s'est passé avant, je vous dis pas quoi. D'ailleurs je me parlais d'une petite aparté, du coup le film a été beaucoup critiqué, notamment par les décisions que prend ce personnage principal au fur et à mesure de l'histoire, et il y a plein de gens qui ont été vraiment mais dans l'incompréhension totale et qui trouvent que le personnage est un abruti fini. Beaucoup ont apparenté ça à de la mauvaise écriture. J'avoue que ça m'a pas du tout choqué, moi, personnellement. Et vraiment, moi, j'ai toujours vu dans le sens où il ne fait pas ça, où il appelle pas les flics ou machin, parce qu'il a une image, parce qu'il a une réputation. Tout le début du film le montre, en fait, qu'il tient énormément à son image, parce que donc c'est un gars qui traîne dans la mode, pour assez flou. Il sait que s'il prévient quelqu'un, ça va être entaché d'une manière ou d'une autre. Donc il va essayer de tout gérer tout seul. Il le fait très mal. C'est bien aussi de voir des personnages qui ne font pas les choses bien, qui se trompent, qui font des... Oui, parce que oui, le personnage fait des conneries énormes, oui, mais le film ne dit pas le contraire. Et pour moi, c'est justifié encore une fois que il ne demande pas de l'aide, et ses décisions de plus en plus irrationnelles, c'est parce que voilà, il s'engouffre dans un truc parce qu'il tient trop à son image, et c'est complètement con, et pour moi, il y a un vrai message là-dedans aussi, justement. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi les gens ont tant rejeté cette partie-là du long métrage, c'est dommage. En tout cas, la scène en question, donc elle arrive bien plus tard, donc la scène de l'enterrement du père. Pendant ce moment-là, on va avoir un espèce de petit montage dans le film. Hein, c'est pas, enfin, quand tu sais que c'est dans le film, c'est pas un montage qui a été fait par le mec qui monte le film. C'est un montage qui a été fait par les personnages du film, on va dire. Donc c'est un montage dans le film. Et en gros, donc voilà, c'est un petit montage hommage. Donc au père, donc le personnage principal, donc qui est enterré, avec en fond la musique de Michel Berger et le Big Bazar fait comme l'oiseau, qui encore une fois a son importance. Ça me rappelle un peu ce que j'avais dit pour le bilan cinéma 2023, avec donc un film qui prend une vieille chanson variété française et qui l'applique à un moment donné à un contexte, qui la transcende, et là c'est le cas encore une fois là aussi, parce que sur ce montage là, il va y avoir une révélation, et là il faut que je reste flou, mais j'ai trop envie de vous le dire, mais il y a une révélation sur cette scène là pendant ce moment là, et ce qui est génial c'est que le seul personnage principal va savoir ce qu'il en est, enfin va comprendre plutôt quelque chose, et ça va l'anéantir totalement. Et vraiment ce qui est incroyable, c'est que du coup il y a cette scène là qui se déroule où vraiment toutes les autres personnes dans la scène pleurent pour pleurer le disparu, alors que le personnage principal pleure pour une autre raison. Et vraiment en termes d'ironie dramatique, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et vraiment, la chanson de Michel Berger, qui est pas forcément la plus belle, mais il y a un truc, encore une fois, ça crée un décalage qui fonctionne parfaitement, et ça donne un côté à la scène ultra tragique, parce que on est tout aussi estomaqué que le personnage principal, et en même temps il y a la scène qui continue parce que il va rien faire, parce qu'il peut pas, encore une fois il peut pas le dire, il est obligé de garder en lui, et donc ça va l'anéantir complètement. Oh, j'adore ce genre de scène, qu'est-ce que j'adore ce genre de scène cruelle, horrible, avec une ironie dramatique que je trouve formidable, et où vraiment les personnages de la scène ne pleurent pas pour les mêmes raisons. Je trouve ça dingue, ça je trouve ça génial. Donc voilà, cette scène là je l'ai trouvée incroyable, rien que pour ça presque le film aurait pu être dans le top 10, et vraiment que le film ait été autant rejeté pour pas mal de raisons, mais notamment, donc encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve ça tellement triste, parce que vraiment le film méritait mieux, et Xavier Legrand est vraiment un cinéaste très intéressant, il m'a donné vraiment une de mes scènes préférées de l'année, donc merci à lui et bravo. Voilà donc pour ce top 5 scènes, et donc les amis on va arriver au cœur de la vidéo, si l'on veut, puisque on va enfin aborder mes 10 films préférés de l'année 2024, et peut-être que vous l'avez senti venir, peut-être que ça va vous décevoir, peut-être qu'il y a des gens qui seront contents. Des films de ce top ont été déjà abordés dans des jeux de ciné, bien sûr, puisque j'ai traité tous les films que j'ai vus en 2024 dans les jeux de ciné. Donc au lieu de répéter bêtement ce que j'ai dit dans les différents jeux de ciné, j'ai envie de mettre un peu plus en avant ces films de façon différente. Et donc de vous proposer un top 10 musical, pour donc vous dévoiler quand même ces 10 films, mais ce n'est pas moi qui parlera. Les images vont parler, et la musique aussi qui accompagne ce petit montage va parler pour moi. Donc messieurs dames, voici mes 10 films préférés de l'année 2024 en images et en musique.
Voilà donc pour ce top 10, pas si varié que ça quelque part. Beaucoup de français et d'américains globalement. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai eu du mal vraiment à faire ce top 10. On va dire que les 7 premières places ont été assez évidentes. 8, 9, 10 ça a été plus compliqué pour tout vous dire. Honnêtement, à part peut-être les 2 premiers films, le top 2, qui sont des vrais coups de cœur, le reste... Alors c'est des très bons films, attention, mais c'est pas plus quoi pour moi. Ça n'a pas été plus, ça n'a pas été non plus des giga grosses claques. Et c'est terrible. Et pourtant c'est l'année où j'ai vu le plus de films donc. Avant de faire le top 10, donc je me dis, est-ce que j'ai pas vu les bons films? Est-ce que je suis devenu aigri? Est-ce que je n'arrive plus à apprécier les bons films? Peut-être. Et ça me désespère un peu, donc j'espère qu'en 2025 la tendance va se changer, mais j'avoue que ça m'inquiète un peu, parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus aigri, ou beaucoup, je sais pas. Peut-être que j'ai un surplus, peut-être que je me lasse un peu du cinéma petit à petit. Ça me fait peur de l'envisager, mais c'est une possibilité. J'espère que c'est pas le cas. On verra en 2025 si le bilan est plus positif. Le fait est que j'ai eu du mal à faire ce top 10. Vraiment, parce que j'ai manqué de films qui m'ont vraiment marqué sur l'année. Et pourtant, je suis convaincu que l'année cinéma était bonne. Hein. Enfin, plein de gens qui sont dans le cinéma, qui parlent de cinéma, disent que c'était une très bonne année cinéma, et je veux bien les croire. Moi, j'avoue que mon année cinéma était un peu mitigée, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de déceptions. Il y a eu des très bons films, certes, mais pas tant que ça, je trouve, mais peut-être que j'ai pas vu les bons. Ça peut jouer aussi, peut-être que dans les films que j'ai cités tout à l'heure, que j'ai pas vu, il y en aurait certainement eu que j'aurais adoré et qui auraient été dans mon top 10 sans problème. Il faut faire des choix, hein. Mais bon, bref. Et donc on termine donc avec les attentes 2025, mes principales attentes sur l'année 2025. Il n'y en a pas tant que ça. Alors encore une fois, c'est peut-être un peu triste. Après, j'ai vraiment pris les films qui m'intéressaient, que je suis quasi sûr d'aller voir sur l'année 2025. Évidemment, et heureusement, il y a plein d'autres films dont je ne connais pas encore l'existence, qui n'ont pas encore été annoncés, qui vont arriver en 2025, et que je serais très très heureux d'aller voir. Mais là, pour l'instant, j'ai fait la liste il y a quelques jours. À l'heure actuelle, voici ce qui va sortir en 2025. On est sûr qu'il y a une date de sortie en 2025. On va faire de janvier à décembre. Les dates de sortie sont évidemment susceptibles de changer au cours de l'année, bien sûr, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais donc voilà à peu près ce qui nous attend. On commence avec le mois de janvier, même s'il est déjà passé. Mais du coup, 2 films que je suis sûr d'aller voir qui sortent en janvier. C'est Le Dossier Maldoror de Fabrice Duvels, parce que j'avais notamment beaucoup aimé son Inexorable, son précédent film. Et Julie Sauté de Leonardo Van Dilge, qui m'intéressait parce que ça parle de tennis, parce que ça parle d'abus sexuels dans ce milieu-là. C'est surtout en fait pour les scènes de tennis. J'avoue que ça m'intéresse parce que j'aime bien voir des films de tennis, vu que j'en fais et je le suis pas mal chez les pros. J'aime bien voir comment le cinéma traite le sujet de tennis et comment il le filme surtout. Ça m'intéresse, moi de la salle, le sujet est très important évidemment. Donc voilà, les deux trucs font que c'est un film qui m'intéresse. En février, le fameux The Brutalist, réalisé par Brady Corbet, donc le film de 3h30 qui est parti aux Oscars, qui est pas favori mais qui a quand même pas mal de nominations. Au vu des images, ça a l'air très très beau. Après voilà, le casting me plaît bien, ça a l'air assez ambitieux, les images ont l'air assez folles. Ça dans 3h30, il faudra trouver du temps pour le voir, mais j'avoue que ça m'intrigue. En février aussi, Présence, réalisé par Steven Soderbergh, avec un postulat que un film de fantôme, donc d'horreur, où on va être du point de vue du fantôme constamment. J'avoue que ça me donne envie. Donc voilà, en espérant que ce soit pas la douche froide. En mars, j'ai envie de dire évidemment Mickey 17 de Bong Joon-ho, parce que Bong Joon-ho, bon, il fait un film américain, mais pourquoi pas. En avril, Sinners, réalisé par Ryan Coogler. C'est principalement pour Ryan Coogler que j'y vais, j'avoue, réalisateur notamment du premier Creed ou des 2 Black Panther, mais bon, surtout pour Creed quand même, c'est un cinéaste qui m'intéresse. Film où il va encore retrouver Michael B. Jordan, et apparemment, ça a l'air assez ambitieux dans ce que ça veut raconter. Apparemment, en plus, ils veulent en faire une saga, donc bon, ça avoue que c'est assez alléchant. En mai, Mission Impossible 8, Final Reckoning de Christopher McQuarrie. Bon, même si le 7 avec du recul est peut-être le moins bon film de la saga, j'ai quand même envie de voir ce 8ème film qui a l'air pour le coup plus ambitieux, qui a l'air d'avoir peut-être corrigé les défauts de la première partie. Je l'espère en tout cas. Moi, le casting me fait envie. C'est vrai que c'est un film qui a quand même des couleurs très intéressantes et ça reste quand même des blockbusters de haute qualité et on en manque beaucoup dans le cinéma américain. Donc à nouveau Mission Impossible, je ne dirais jamais non. Fonce Tom. En juin, 28 ans plus tard, de Danny Boyle. Ça reste quand même une curiosité de voir ce que Danny Boyle peut proposer avec cette saga bien des années après le premier film. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je voie 28 semaines plus tard avant de voir celui-ci. Ça serait bien quand même pour avoir la trilogie complète. On passe directement au mois d'octobre. Évidemment, je suis obligé de le citer. Kaamelott, 2e volet, première partie réalisée par Alexandre Astier. J'aurais tellement envie de vous dire que j'ai pas hâte. Mais non, j'ai hâte. Même si le premier film, oui, je sais, il a ses défauts, blablabla. Ça reste malgré tout un film qui va peut-être sceller le sort du premier film, parce qu'honnêtement, j'ai été généreux dans ma notation avec le premier film, parce que j'ai envie de croire que pas mal de pistes qui ont été lancées dans ce premier film, qui sont beaucoup décontenancées, vont trouver leur sens et leur signification dans la suite de la trilogie, et donc
de surcroît dans ce deuxième film. J'ai envie d'y croire. J'ai hâte de voir les premières images, j'ai envie de croire qu'il va essayer de proposer un truc plus ambitieux, qu'il va prendre plus de risques, où l'histoire va vraiment avancer, parce que le film d'avant c'était quand même plus une réintroduction qu'autre chose, mais là maintenant que tout est réinstallé, machin, etc., et qu'il y a beaucoup moins eu de délai entre les deux films, merde, raconte-nous quelque chose Alexandre, et vas-y, fais-nous rêver quoi. En novembre, The Running Man de Edgar Wright, parce que Edgar Wright, apparemment donc c'est un remake d'un vieux film, mais Edgar Wright en vrai ça m'intrigue. Bugonia de Yorgos Lanthimos, parce que Yorgos Lanthimos, parce qu'avec Emma Stone, ça a l'air encore d'être un film assez barré dans son pitch, même si son pauvre créature est dixième du top. Pas non plus dire que c'est un film que j'avais surkiffé non plus. Donc voilà, c'est un cinéaste qui m'intéresse, mais bon, faudrait voir pas qu'il fasse trop de films non plus et qu'il raconte pas tout le temps les mêmes choses, qu'il se renouvelle un petit peu. On verra si ce film y arrive. Et enfin en décembre, là aussi encore une fois obligé de le citer, Avatar 3, bien sûr, Fire and Ash de James Cameron. Même si on a toujours aucune nouvelle du film, ce qui est bizarre. Ça sortira pas en décembre, hein. C'est pour ça, c'est à prendre avec des pincettes, mais bon, on peut quand même y croire. J'avais aimé Avatar 2, malgré ses défauts. Là, il y a quand même une promesse d'inverser un petit peu les camps du bien et du mal, on va dire. Par exemple, peut-être que le film va un peu abandonner le manichéisme, ce qui est très cool. Donc voilà, j'ai assez hâte de voir ça. Enfin, cette saga reste l'occasion pour James Cameron de nous subjuguer la gueule avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles images qu'on n'avait jamais vues. Donc rien que pour ça, ça me donne quand même très envie. Et c'est tout. Voilà, pas beaucoup de films, mais encore une fois, j'espère qu'il y a plein d'autres films pas encore annoncés qui vont nous tomber sur la gueule, qu'on va pas voir venir et qui vont être incroyables. Évidemment, je l'espère très très fort. J'ai encore envie d'aller au cinéma évidemment pour voir des bangers, donc j'espère que je serai satisfait de ce côté-là. Voilà donc les amis pour ce bilan cinéma 2024. J'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Voyez des films, c'est très important. Allez en salle. On se retrouve très bientôt sur Twitch et sur la chaîne pour les prochains jus de ciné. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.